Maman a dit, ne fais pas semblant de compter. Je me suis levé, et j'ai dit, 3 phrases. Leurs visages ont pâli. Tu n'es personne. Ne fais pas semblant de compter, a dit ma mère. Honnêtement, on oublie que tu existes, la moitié du temps, a ajouté mon frère. Alors, j'ai fait teinter ma fourchette contre mon verre, et j'ai dit, ça ne sera pas long. Juste 3 phrases. Dès la deuxième, le visage de ma mère avait pâli. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. Parce que, quand vous grandissez, avec des gens comme les miens, vous apprenez à porter votre visage comme une armure. Vous apprenez à ne pas réagir, du moins, pas d'une manière qu'ils pourraient utiliser contre vous plus tard. Mais oui, c'est comme ça que le brunch a commencé. Ils appellent ça un brunch, mais soyons honnêtes, c'est juste un déjeuner du dimanche, avec des mimosas et un supplément de jugement. Le menu change, mais l'ambiance reste la même. Nous étions à la moitié d'une quiche agressivement sèche, quand ma mère a décidé qu'il était temps pour son évaluation de performance habituelle. Elle aime traiter ses repas de famille comme des entretiens annuels, sauf que je n'ai jamais obtenu le poste pour commencer. Tu n'es personne, a-t-elle dit, comme si elle commentait la météo. Ne fais pas semblant de compter. Et Ryan, mon petit frère, dont le plus grand accomplissement dans la vie, jusqu'à présent, est d'exister en même temps qu'un signal Wi-Fi, a ajouté, honnêtement, on oublie que tu existes la moitié du temps. Il a ri, comme si c'était une bonne blague, comme si nous étions tous de connivence. Je n'ai pas ri. J'ai juste tendu la main vers mon verre. Rien de dramatique, juste un petit tintement décontracté, avec le bord de ma fourchette, et j'ai dit, ça ne sera pas long. Juste 3 phrases. Ils ont tous les deux levé les yeux, en pleine bouchée. Au fait, ai-je dit, face à papa, cette copie est pour toi. Puis, j'ai sorti un dossier de mon sac, noir et simple, rien de tape à accent grave-l'œil, et je l'ai fait glisser sur la table. Pas de grand discours, pas de voix élevée, juste une petite poussée sur la nappe en lin. Ryan avait l'air confus, comme s'il pensait que je distribuais des CV. Marc, le mari que ma mère a épousé quand j'avais 15 ans, et que j'ai cessé d'appeler papa, à la seconde où l'encre a séché, s'est penché en avant, comme s'il s'attendait à des billets de concert. Mais ma mère? Elle n'a pas bougé. Elle a juste fixé l'objet. Finalement, elle a tendu la main vers le dossier et l'a ouvert. Page 1, puis 3. Et j'ai regardé la scène se dérouler. Ce changement d'expression, au ralenti, comme quelqu'un qui réalise que les freins ne fonctionnent plus, et que le mur est beaucoup plus proche qu'il ne le pensait. Passant de l'arrogance à la pâleur. La fourchette de Ryan planait en l'air, comme s'il n'était pas sûr de devoir continuer à manger ou de fuir. Elle a atteint la dernière page. Espèce de petite, a-t-elle dit, presque dans un souffle. Marc s'est levé, sa chaise raclant bruyamment sur le carrelage. Tu avais dit que tu avais effacé ces trucs. Je me suis levé, moi aussi, j'ai ajusté mon pull, et j'ai pris mon sac. Les originaux sont déjà avec des personnes qui comptent, ai-je dit. C'est juste pour votre plaisir personnel. Et puis, je suis sorti. Faisons un retour en arrière, une seconde. Techniquement, j'étais revenu vivre avec eux, environ 3 mois, avant ce charmant brunch familial. Je leur avais dit que je ne pouvais plus payer mon appartement, que je galérais, et que j'avais besoin d'aide. Ma mère était réticente à m'accueillir. Et par réticente, je veux dire qu'elle a dit oui, mais a bien fait comprendre qu'elle attendait un loyer, des corvées, et 0 attitude. Ryan vit là aussi, d'ailleurs. Pas de travail, pas de loyer, pas de corvée. Il ne contribue absolument à rien, à part de la vaisselle sale, et l'opinion occasionnelle, que personne n'a demandé. J'ai eu la buanderie. Pas la chambre d'amis. Pas ton ancienne chambre. La buanderie. Il y a toujours un sèche-linge à l'intérieur. Il cliquette la nuit, comme s'il était possédé. Et à chaque fois qu'il faisait trembler le mur, je me le rappelais. Juste, encore un peu. Juste, jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin. Parce que je n'étais pas là pour tisser des liens.
Je n'étais pas là, parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'étais là, parce que je savais qu'il y avait des choses, qu'il ne s'attendait jamais à ce que je trouve, et j'avais l'intention de les trouver. Mais rien de tout cela ne se voyait sur mon visage lors du brunch. Au brunch, j'ai versé le jus d'orange. J'ai passé le beurre. J'ai souri quand Marc a fait ses fausses blagues bizarres sur les milléniaux qui ne savent pas faire la lessive, ce qui est ironique, puisque c'était moi qui faisais littéralement la sienne. J'ai dit merci quand ma mère m'a tendu une serviette, comme si elle venait de me rendre un service. Personne n'a demandé comment se passait le travail. Personne n'a demandé sur quoi je travaillais. Le plus proche de l'attention que j'ai eue a été « Tu conduis toujours cette petite voiture ?» J'ai reçu un mug qui disait la fille préférée de quelqu'un pour Noël, ce qui est hilarant, vu que je suis presque sûr qu'ils ont oublié de l'emballer jusqu'à ce matin-là. Mal poli. Ryan a eu une nouvelle montre connectée et un voyage à Canquin pour sa santé mentale. Moi, j'ai eu le droit de passer l'aspirateur dans les escaliers. Donc, oui, le moment lors du brunch. Ce n'était pas prévu. Pas vraiment, mais ça semblait être le bon moment. Et quand j'ai vu son visage pâlir, quand j'ai vu les yeux de Marc se diriger vers la porte, comme s'il calculait combien de temps il lui faudrait pour s'enfuir en courant, et quand j'ai vu Ryan se taire enfin, pour une fois, j'ai su que j'avais touché un point sensible. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'avais juste besoin de dire la vérité. Et j'étais loin d'avoir fini. Vous savez, comment certaines personnes parlent de leur enfance, comme si c'était une sitcom. Plein de blagues privées, de traditions familiales bizarres, d'histoires embarrassantes, de fêtes d'anniversaire, dont tout le monde rit, aujourd'hui. Oui, ça n'a pas été mon cas. Mon enfance tenait moins de la fête à la maison, et plus de Koh-Lanta, sans l'argent du prix. De l'extérieur, nous avions l'air normaux. Des cartes de vœux, avec des sourires forcés, des vacances en famille, qui se retrouvaient d'une manière ou d'une autre, dans des albums photos, un frigo recouvert, des terribles dessins d'école de Ryan, comme s'il était le prochain Picasso. Mais à l'intérieur, c'était comme grandir, dans un projet de groupe, où j'étais la seule à faire le travail, et où je me faisais, quand même blâmer, pour la mauvaise note. Ryan a toujours été la star, l'enfant prodige, celui qui pouvait casser des choses, et être qualifié de plein d'entrain. Une fois, j'ai renversé un verre de jus de fruits, et j'ai été envoyé dans ma chambre, pour avoir été négligente et dramatique. À un moment donné, j'ai sérieusement commencé à me demander s'il n'avait pas tout simplement oublié que j'étais là. Il y a eu ce jour, j'avais 9 ans, où je suis rentré à la maison, tout excité, parce que j'avais gagné ce petit concours de dessin à l'école. Ce n'était pas grand-chose, mais j'étais fier. J'ai montré le certificat à ma mère. Elle l'a regardé et a dit « Tu devrais vraiment te concentrer davantage sur les sciences. L'art ne te mènera nulle part. » Ryan a ramené un ruban de participation pour le meilleur auditeur. La même semaine, elle l'a encadré. Ce genre de choses s'accumule. Ça vous épuise d'une manière qui ne se voit pas de l'extérieur. Vous commencez à vous demander si c'est peut-être vous le problème. Peut-être que vous êtes vraiment juste moins intéressant, moins sympathique, moins digne d'intérêt. La seule personne qui ne m'a pas traité comme une pensée après coup, c'était mon père. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil ou dramatique. Il ne passait pas son temps à faire des discours ou à essayer de gagner le prix du parent de l'année, mais il était présent. Il m'aidait avec mes devoirs, faisait les meilleurs croque-monsieur de la planète, me laissait divaguer. Il m'aidait avec mes devoirs, faisait les meilleurs croque-monsieur de la planète, me laissait parler, sans fin, des livres que je lisais, et se souvenait vraiment de ce que j'avais dit. Il était constant, calme. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours si agacée par lui, comme si le simple fait d'exister dans la même pièce était une insulte personnelle. Mais elle le traitait de la même façon qu'elle me traitait, ce qui, avec le recul, en dit long. Pourtant, je ne remettais rien en question. Pas jusqu'au jour où tout s'est fissuré. J'avais 12 ans,
j'étais assise, dans le salon, mangeant du popcorn sec, et regardant une émission, dont je me fichais. Ryan était à l'étage. Maman était sur son téléphone. Elle a éteint la télévision, et a dit qu'elle devait me montrer quelque chose de sérieux. Ce n'est jamais un bon début. Elle a fait défiler ses messages, m'a tendu l'écran, et a dit, c'est de ton père. Tu dois voir quel genre d'homme il est vraiment. Le message était court, juste une ligne. Si tu la prends, je vous tue, toutes les deux. Je me souviens avoir fixé l'écran, sans l'assimiler complètement, comme si mon cerveau venait de Burger. Elle m'a dit qu'il était dangereux, qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas chez lui, et qu'elle demandait la garde exclusive pour me protéger. Elle m'a frotté le dos, comme si elle était le héros dans tout ça, et a dit que je n'avais plus à avoir peur. Elle m'a frotté le dos, comme si elle était le héros dans tout ça. A dit que je n'avais plus à avoir peur. Je n'ai même pas pleuré tout de suite. Je suis juste restée assise là, stupéfaite, comme si quelqu'un avait retiré le sol sous mes pieds, et que j'étais encore en pleine chute. Ensuite, il y a eu les histoires de tribunal. Le silence. Les nouvelles règles. Pas d'appel téléphonique. Pas de visite. Pas de nous allons trouver une solution. C'était juste terminé. Mon père a été effacé du jour au lendemain, comme si quelqu'un l'avait supprimé du scénario au montage, et on m'a dit d'être reconnaissante. Ce qui a suivi, ce sont les années de reconstruction, comme ma mère les a appelées une fois, ce qui est hilarant, car elle n'a jamais rien reconstruit. Elle a juste réorganisé le panneau de contrôle. Je suis devenu son punching ball émotionnel, son aide à domicile, l'enfant qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle devait gérer. Son punching ball, son aide à domicile, l'enfant qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle devait gérer. Ryan est devenu plus bruyant, plus paresseux, plus méchant. Je suis devenu invisible. Elle a arrêté de faire semblant que nous étions une famille. Il était clair que j'étais là, parce qu'elle ne voulait pas de la mauvaise image, de renvoyer sa fille vivre avec quelqu'un qu'elle prétendait être instable. Mais l'amour, la douceur, la décence humaine fondamentale, avaient disparu. Je n'ai pas pensé à mon père, pendant longtemps, pas vraiment. Je l'ai fourré dans une boîte étiquetée dangereux, et j'ai fermé le couvercle. Mais certaines choses ne restent pas enterrées, surtout pas quand elles n'ont jamais eu de sens dès le départ. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas. Trop de moments où j'entendais quelqu'un parler de son père, et où je ressentais cette douleur étrange, comme si je portais le deuil d'une mort que personne ne reconnaissait. Et le message, lui-même? Ça n'a jamais semblé juste. Mon père n'était pas ce genre de type. C'était le gars qui pleurait en regardant le monde de Nemo. Le gars qui s'excusait s'il élevait la voix, ne serait-ce qu'un peu. Le gars qui me disait qu'il m'aimait à chaque fois que nous nous parlions. Mais je n'ai jamais rien dit à voix haute. Parce que, si vous commencez à remettre en question un mensonge, vous devez tous les remettre en question. Et je n'étais pas prête pour ça. Pas encore. Avance rapide, jusqu'à ma vingtaine. La douleur est devenue plus forte. Les questions sont devenues plus lourdes. Et un jour, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un message à un numéro dont je n'étais même pas sûr qu'il fonctionnait encore. J'ai dit, salut, je ne sais pas si c'est toujours ton numéro, mais je voulais te dire, bonjour. Léa. Il a répondu, 15 minutes plus tard. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. 15 minutes plus tard, et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Je n'y suis pas retourné. Pas après le brunch. Pas après que le dossier ait touché la table, et que le visage de maman ait fait ce truc où son expression se froisse, mais où sa fierté ne la laisse pas finir le travail. Je suis sorti, et je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas pris les restes. Je n'ai même pas attrapé mon manteau. Il ne faisait pas si froid. Et honnêtement, j'avais plus besoin de cette sortie dramatique que d'avoir des manches. J'ai pris une location à court terme
sous un faux nom de famille. Rien de dramatique, juste assez, pour que les choses restent calmes, pendant que la zone d'impact, de l'explosion, se stabilisait. 2 heures plus tard, mon frère m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang ?» Suivi de « Maman, fait une crise. » Marc hurle. Ils ne veulent pas me dire ce qu'il se passe. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'en avais vraiment pas envie. Qu'ils marinent dedans. Qu'ils transpirent à travers leur polo et se demandent comment toute cette maison de mensonges a soudainement pris feu. J'aimerais pouvoir dire que j'avais un plan d'action depuis le premier jour. Mais la vérité, c'est que ça a commencé comme une intuition lors d'une très mauvaise nuit. J'avais 23 ans. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à ce message depuis des semaines. Celui que maman m'avait montré quand j'avais 12 ans. Si tu la prends, je vous tue, toutes les deux. La chose qui m'avait poussé à couper mon père de ma vie, comme s'il était un cancer. La chose qui me faisait avoir peur de mes propres souvenirs. Mais en vieillissant, de plus en plus, ça ne tenait pas la route. Mon père était le genre de type qui faisait des crêpes en forme d'animaux, qui utilisait des phrases comme la sécurité avant tout. Sans ironie, il n'était pas le genre à envoyer des menaces de mort violentes. Alors, une nuit, je lui ai envoyé un texto, « Salut, je ne sais pas si c'est toujours ton numéro, mais je voulais te dire, bonjour. » Il a répondu, 15 minutes plus tard, « Léa, j'attends ça depuis 10 ans. » Nous nous sommes retrouvés dans un parc, 3 jours plus tard. Territoire neutre. Je m'attendais, à moitié, à ce qu'il ait l'air différent, plus froid, comme si peut-être, la version dont je me souvenais, n'était qu'un vœu pieux de mon enfance. Il avait la même apparence. Juste, un peu plus gris, un peu plus petit. Nous nous sommes assis, sur un banc, et nous sommes allés, jusqu'à la 2e tasse de café, avant que je ne pose la question à propos du message. Il n'a pas tressailli, il a juste secoué la tête, lentement, et a dit, « Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas envoyé. Je ne le ferai jamais. » Il n'a pas supplié. N'a pas pleuré. Il a juste dit qu'il était désolé, que j'y ai cru. Mais il comprenait pourquoi je l'avais fait. Et le plus étrange? Je l'ai cru. Non pas parce qu'il avait des preuves. Il n'en avait pas. Mais parce que mon instinct a cessé de hurler à la seconde où il l'a dit. Alors, j'ai commencé à creuser. Au début, je ne savais pas ce que je cherchais. Je n'étais pas une hackeuse. Je n'étais pas une théoricienne du complot. J'étais juste une fille qui voulait savoir ce qui s'était réellement passé, bon sang. Alors, j'ai fait quelque chose pour ça. Je me suis formé, j'ai été certifié, je suis devenu une détective privée agréée. Ouais. Une vraie détective privée. Pas le genre avec un trench coat. Le genre paperasse ennuyeuse et légale. Informatique légale, extraction de dossiers, métadonnées, traçage bancaire. Et une fois que j'ai eu ça en place, j'ai déménagé à la maison. J'ai dit à maman que j'avais perdu mon travail, j'ai dit que je ne pouvais plus payer mon loyer, j'ai dit que j'avais besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que je pouvais prendre la buanderie. Parfait. Pendant qu'elle me confiait la corvée de vaisselle et s'assurait que je contribuais, je suis parti à la recherche. Et finalement, je l'ai trouvé. Ça a commencé avec un vieil ordinateur portable, coincé derrière des pulls, protégé par un mot de passe, mais rien que je ne puisse contourner. À l'intérieur, il y avait des dossiers avec des noms négligés, comme les galins et sauvegarde d'actifs, et je ne plaisante pas à-bas ne bas pas bas. J'ai ouvert, et il y avait un brouillon du message. Le faux message. Si tu la prends, je vous tue, toutes les deux. Tapé dans un document Word. Sauvegardé, 5 jours avant la date où elle prétendait qu'il avait été envoyé. Il y avait des notes, dans les marges, des révisions. Il y avait même une bulle de commentaires qui disait « trop dramatique ». Mais ce n'était pas
le pire. J'ai trouvé des emails, entre elle et Marc, datant de l'époque où ils n'étaient que des amis, parlant de la façon de le faire passer pour instable, de la façon de protéger l'argent. Et en parlant d'argent, elle avait prétendu que papa avait fait un mauvais investissement pendant le divorce, que la moitié de leurs actifs avaient tout simplement disparu. Mais dans un autre dossier, parce que, bien sûr, elle sauvegardait tout, j'ai trouvé des relevés bancaires numérisés, des virements vers un compte professionnel, de fausses sociétés écrans, toutes créées sous le nom de Marc. Ils ont tout volé. Ils ont piégé mon père, ont pris la maison, les actifs de l'entreprise, l'accord de garde, et l'ont laissé, avec rien d'autre qu'une réputation qu'il ne méritait pas. Alors oui, j'ai tout imprimé, j'ai fait des copies, et j'en ai donné une à mon père. Celle que j'ai fait glisser sur la table, au brunch. C'était juste un souvenir. Retour au présent. 3 nuits, après être parti, on a frappé à ma porte. J'ai regardé, par le Judas. C'était papa. Il n'a pas dit bonjour, il est juste resté là, avec un sourire fatigué, et a dit, j'ai reçu l'appel. Ça arrive. L'avocat avait tout déposé, rouvert le dossier, commencé le processus, pour récupérer l'argent, la maison, blanchir son casier. C'était déjà en mouvement. Il est entré. J'ai préparé du thé. Nous nous sommes assis, sur le canapé, comme si c'était une semaine totalement normale. Ensuite, j'ai dit, tu veux savoir comment j'ai trouvé tout ça? Il a hoché la tête. Alors, je lui ai raconté, pas tout, pas encore, mais suffisamment. Quand j'ai eu fini, il a juste dit, tu n'avais pas à faire ça. Et j'ai répondu, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Ensuite, les textos de Ryan ont commencé. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas sérieusement faire exploser la famille pour une histoire ancienne? Ça va beaucoup trop loin. Tu l'as fait pleurer. Puis, de la part de maman, une seule ligne. Tu n'en as pas fini. Ne crois pas que tu as fini. Charmant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, parce que je savais exactement ce qui allait arriver, et ils n'avaient aucune idée de tout ce qu'il me restait à dire. Ça n'a pas pris longtemps. La lettre de l'avocat est arrivée 2 jours après que papa ait déposé le dossier. Courrier recommandé. Enveloppe épaisse. Le genre qui fait taire les gens quand ils la voient dans la boîte aux lettres. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, évidemment, mais j'ai entendu parler du cri. Apparemment, maman l'a ouverte, dans la cuisine, a lu la première page, et a fait tomber son verre de vin. Du vin rouge. En plein milieu de la journée. Marc a essayé de jouer la carte de la décontraction, ce qui était hilarant, sachant qu'il était nommé directement à la page 2. Je ne peux qu'imaginer à quelle vitesse il a cherché sur Google, que se passe-t-il quand des comptes offshore sont tracés? Et Ryan, pauvre Ryan, m'envoyait toujours des textos, comme si je traversais juste une mauvaise passe. Tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons réparer ça. Réparer, quoi exactement? Le faux message? L'argent volé? Le fait qu'ils m'ont traité comme une pièce de rechange pendant 20 ans? Désolé, mon pote. Ces conneries ont brûlé. Les dossiers du tribunal étaient inattaquables. Email, brouillon, relevé bancaire, tout était là, noir sur blanc. Mon dossier, ce n'était pas juste des tickets de caisse. C'était tout le fichu audit. Le juge a agi rapidement, non par vengeance, juste par clarté. Il a dit qu'il s'agissait d'un schéma de tromperie qui compromettait la garde, les finances et la sécurité personnelle. Traduction. Ils ont menti, pendant des années, à plusieurs reprises. Sur le papier, la décision. Restitution totale. Chaque centime qu'ils avaient volé devait être remboursé, avec des pénalités, avec des intérêts. Ils ont dû liquider la maison, les voitures, les comptes d'investissement. Marc a même essayé de faire valoir qu'il ne savait pas ce qui se passait, affirmant qu'il faisait confiance à la planification financière de sa femme, ce qui aurait été plus convaincant s'il n'avait pas, littéralement,
signer les virements. Ils ont vendu la maison, en moins de 3 semaines. À perte. Ma mère a emménagé, dans un appartement de 2 chambres, avec un robinet qui fuyait, et aucune isolation, et pour une fois, dans sa vie, elle n'a pas organisé, de pendaison de crémaillère. Mais elle n'en avait pas fini, d'être dramatique. Environ une semaine, après le jugement, elle a fait, une dernière tentative. Elle a créé, un compte Facebook, à mon nom. Même photo, même biographie. Elle a même copié, l'une de mes anciennes publications, mot pour mot. Puis, elle a commencé, à écrire des mises à jour, déséquilibrées, affirmant que papa, la maltraitait, que j'étais instable, et que nous avions piraté, ses comptes. C'était pathétique. C'était aussi stupide, parce qu'il a fallu, environ 15 minutes, à l'expert en informatique légale, pour retracer l'adresse IP, jusqu'à chez elle. Même Wi-Fi, même historique de navigation, même ordinateur portable, qu'elle utilisait pour regarder, ses cours de pilates. Le juge, ne s'est même pas mis, en colère. Il l'a juste, dévisagée, comme si elle était, un problème de mathématiques, sans solution. Mademoiselle Hartwell, a-t-il dit, vous avez fabriqué, un message, vous avez volé, votre ex-mari, et maintenant, vous vous faites passer pour, votre fille en ligne. Elle a essayé, de pleurer. Ça n'a pas marché. Même Marc, refusait de la regarder. Quant à Ryan, il s'est volatilisé, à la seconde, où l'argent a manqué. Pas de loyauté, pas d'excuses, juste un désabonnement discret, sur Instagram, et je suppose, une recherche d'emploi effrénée, pour quelque chose, qui ne nécessitait, ni CV, ni responsabilité. Il n'a plus jamais, envoyé de texto. Ça me va, très bien. Papa a acheté, une maison. Pas un manoir, juste un petit endroit modeste, avec un vrai jardin, et un Porsche, qui reçoit une belle lumière, l'après-midi. Il a qualifié, l'endroit de paisible, ce qui est le code pour « non hanté », par la voix de mon ex-femme, résonnant à travers, les cloisons. Il m'a invité, le jour où il a reçu, les clés. Quand je suis entré, il m'a tendu, une tasse de café, et m'a dit, pas de grand discours, juste merci. Et c'était, suffisant. Nous nous sommes assis, en silence, pendant un moment. Pas un silence, gênant. Juste, le genre de silence, où votre corps, se souvient enfin, qu'il n'a plus besoin, de tressaillir. Il a demandé, ce que j'allais faire, ensuite. Je lui ai répondu, vivre, comme si je n'avais pas, à me reconstruire, à partir de zéro. Il a hoché la tête, et a dit, bon plan. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email, de maman. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email, de maman. Oui, un email. Objet du message. Tu comprendras, un jour. Le message, était à peu près, ce que vous pouviez imaginer. Beaucoup de « j'ai fait, ce que j'avais à faire, et tu as trahi, ta propre famille, et tu as toujours été, ingrate. » Elle a signé. Avec amour, maman. Je n'ai pas, répondu. Je l'ai juste, archivé, et j'ai étiqueté le dossier « fiction non sollicitée ». Il n'y a pas eu, de grande annonce, pas de révélation, sur TikTok, pas d'essai, sur la guérison. Je ne voulais pas, de vengeance. Je voulais, de la tranquillité. Et c'est exactement, ce que j'ai obtenu. Plus besoin, de m'expliquer. Plus besoin, de justifier pourquoi je me sentais, comme une invitée, dans ma propre famille. Juste, le silence. Une cuisine, avec de la vraie nourriture. Un salon, qui me ressemble. Un père, qui fait des blagues idiotes, et ne s'en sert jamais, pour me blesser. Ils avaient l'habitude de dire, que je n'étais personne. Ils l'ont dit, en face, dans mon dos, au brunch. Mais, ce qui est drôle, avec les personnes, nous observons. Nous nous souvenons. Nous apprenons, comment fonctionnent les systèmes, surtout, ceux qui sont cassés. Et quand nous parlons, enfin, nous ne crions pas. Nous apportons, des documents. Il disait, que je ne comptais pas. Il s'avère, que j'étais la seule, à garder une trace, de tout. Certains jours, je me demande encore, si je suis allé, trop loin, si j'aurais pu, gérer ça, plus discrètement. Peut-être, que j'aurais dû, laisser tomber, et construire ma vie, sans remuer tout ce qu'ils essayaient, d'enterrer.
Mais ensuite, je me souviens, du temps pendant lequel, je suis restée silencieuse, de tout ce que j'ai laissé passer, à quel point, il comptait sur moi, pour faire exactement ça. Alors non, je ne le regrette pas. Mais je me demande, toujours, ce que vous en pensez. Ai-je fait la bonne chose? Seriez-vous parti, ou auriez-vous remis le dossier? Dites-le moi, dans les commentaires.